Bonsoir, bonsoir Franck Beauval. Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous rencontrer. Ah ben, ravi aussi, parce que moi, vraiment, j'attendais cette soirée avec impatience, comme je les attends toutes, mais celle-ci en particulier, parce que je le dis, et je persiste et je signe, ça fait, pour moi, c'est un des livres majeurs, dont ma lecture à moi, ma bibliothèque à moi, de ces 10 dernières années. C'est pas des blagues, hein. Quand je dis ça, je m'engage vraiment. C'est vraiment Sapiens Tupion, c'est une très très belle surprise. Waouh, c'est juste magnifique. Ce bouquin-là m'a redonné la banane. Ça fait longtemps que j'attendais un livre comme ça. J'attendais un livre qui fasse le lien entre science, psychisme et spiritualité, comme tu l'as écrit en sous-titre ici. Eh bien, je savais pas qui allait le faire et comment ça allait être fait. Mais quand j'ai lu les premières pages, j'ai reconnu que ça allait être celui-là. Voilà. J'aimerais juste, Franck, que tu puisses te présenter. Qui es-tu, d'où tu viens et vers quoi tu tends. J'ai 62 ans, j'ai fait des études de biologie, de physique, de chimie, basique on va dire. J'ai toujours été passionné depuis l'enfance par le développement l'apparition du vivant, l'évolution des espèces, enfin voilà, depuis enfant. Et il se trouve que en 81, j'ai découvert par le Hatha Yoga, j'ai découvert qu'il y avait un monde intérieur en moi. Et cette découverte du monde intérieur, dès la première séance de Hatha Yoga, a été providentielle. Et donc à partir de 81, ça a été ma priorité absolue. C'est qui suis-je? Qu'est-ce que je fais là? C'est quoi la vie? C'est quoi l'existence? Comment tout ça fonctionne? Voilà. Et ça a été ma priorité absolue. Alors bien sûr, j'ai toujours conservé mon goût pour les sciences. Bien sûr. Et je me revendique comme un scientifique, pas un universitaire bac plus 10, mais comme un scientifique de base, on va dire. Oui, mais avec des connaissances solides, hein, parce que ça y va quand même. Hein, il y a oui. Voilà, tu as l'art, en tout cas, de vulgariser Voilà. quelque chose de complexe, de l'amener à quelque chose de simple. Et ça, c'est un talent très très rare. C'est vrai que on se pose la question si la matière qu'on croit si dure. Enfin, tu fais bien prendre conscience, et ça petit à petit, hein, dès les premières pages, que la matière qu'on croit si solide, si réelle, n'est pas si réelle que ça. Le fait est que ça fait quand même un siècle que maintenant les scientifiques les plus brillants de la planète, les cerveaux les plus géniaux de la planète, ça fait un siècle, grosso modo depuis 1920, que l'on sait que la matière est composée à 99,9999999, etc. % de vide. Car le 0,0000001% de quelque chose n'est pas matériel. Ça, on le sait. On le sait, mais absolument. Je veux dire, depuis un siècle. Oui, c'est pas quelque chose qui sera remis en cause plus tard. Ça, ah ben non, là c'est absolument certain. D'accord. Voilà. Et simplement, à partir de là, qui suis-je? Oui. De quoi suis-je fait? De quoi est-on fait? C'est vrai. Et puis, comment ça se fait que je perçois des choses? Comment ça se passe tout ça? Eh bien, dans ce livre, j'ai eu à cœur d'expliquer tout ce processus mystérieux que nous sommes et que tout est. Donc c'est vraiment une quête intérieure, celle qui a commencé dès tes 22 ans, donc très jeune hein, quand même, hein, c'est on va dire plus de 40 ans de recherche que tu concentres vraiment, c'est un pur concentré de recherche dans ce livre. Mais attention, ne vous y méprenez pas, c'est pas un recueil scientifique rébarbatif, chiant et long à lire, pas du tout. Déjà le livre est pas épais, et croyez-moi, dès les premières pages, on fait, je vous le dis, hein, j'ai fait waouh, à pratiquement une page sur deux, vous faites wow de ce que vous apprenez. Alors, je dirais que dans le sous-titre, hein, alors c'est vrai, c'est Sapiens Tupions, matière et conscience, manuel de réveil entre science, psychisme, spiritualité, et j'ai envie de dire aussi, j'aurais rajouté philosophie, parce qu'il y en a aussi dedans. À l'heure actuelle, le subconscient est largement majoritaire dans la création de ce que nous croyons choisir, de penser, de faire, d'aimer, de rejeter ou de désirer. C'est factuel. Alors, ça s'explique parce que, en fait, si on prend les choses à l'échelle géologique, du temps géologique, qui est un temps très long, en fait, nous sommes soumis, fondamentalement, nous sommes soumis au cerveau reptilien et limbique, et la société en profite, les publicitaires en profitent,
et On nous est maintiennent dans une hypnose. Au lieu que l'éducation et l'enseignement nous fassent grandir pour nous soustraire à ces pulsions complètement archaïques afin de faire travailler notre cortex, notre néocortex, etc., pour découvrir une conscience plus vaste, plus fine, plus élevée, eh bien, pour l'instant, on fabrique, l'éducation fabrique les ouvriers de demain. Alors c'est quoi ces billes là qu'on voit? C'est quoi? En fait c'est l'orbite électronique de l'électron qui est présent autour du noyau. On va pas en dire trop parce que et pour vous donner une idée, si on prend l'atome le plus simple de l'univers, c'est l'hydrogène. Il a un noyau qui est un simple proton et il a un électron qui tourne autour du proton. Si on prend son noyau, le proton, comme étant un grain de riz, et que l'on place ce grain de riz au centre d'un terrain de football, eh bien, l'électron qui aura la taille d'une tête d'épingle, d'une pointe d'épingle, lui, il orbitera dans un nuage qui va entourer le stade de football. Donc c'est pour vous donner l'idée, quand on dit que la matière c'est du vide, c'est ça. Mais je voudrais avancer un peu plus vite, parce que il faut savoir que en réalité, les physiciens savent maintenant que c'est ni une onde, ni un corpuscule. La matière et la lumière, au final, c'est ni une onde, ni un corpuscule, c'est un mystère total. Ce mystère total, ils l'appréhendent, les scientifiques, ils savent dire maintenant, oui, la matière, les particules émergent d'un réel primaire. Ce réel primaire, il n'est pas dans notre espace-temps. C'est énorme. Déjà, ça fait rêver. Je vous le dis aussi, on parle aussi de conscience. Parce que ça aussi, une chose. Je vais vous montrer rapidement une page avec une autre illustration. Par exemple, l'immensité de la conscience que tu expliques ici. Attention, l'immensité de l'inconscient. De l'inconscient, pardon. Voilà. Exactement. Voilà. Mais la conscience, c'est ça, et l'inconscient, c'est ça. C'est énorme quand même. C'est une première approche. Donc, tu y vas doucement, par étapes comme ça, avec des illustrations simples. Et puis, on rentre en profondeur. Hein. Toujours pareil. Hein. Tu fais avaler un éléphant, une bouche à la fois simplement, pour justement que l'on puisse, que ce soit digeste, parce que c'est très très digeste. Si tu veux bien, je voudrais lire quelques citations. Je t'en prie. De scientifiques, hein, c'est que des scientifiques. Johnston. Alors Johnston, il faut lire Johnston, hein, c'est S-T-A-U-N-E, c'est merveilleux. Les objets que nous connaissons, les êtres vivants, ne sont pas des assemblages de micro-objets, mais des combinaisons d'entités élémentaires qui ne sont pas des objets. David Bohm, un physicien. Ce que nous savons désormais, c'est que les particules élémentaires n'obéissent que partiellement aux lois de notre espace-temps. Toute une partie de leur comportement, à ces particules élémentaires, semble régie par des lois d'un autre ordre, un ordre sous-jacent au nôtre, dont nous savons fort peu de choses. Tout ce que nous savons de la nature s'accorde avec l'idée que son processus fondamental s'établit hors du temps et de l'espace, mais engendre des événements qui, eux, peuvent être situés dans le temps et dans l'espace, etc., etc. Il y a le fait que la conscience paraît immatérielle. Et c'est là où, dans ton livre, il y a quelque chose d'incroyablement bien écrit, je le trouve bien résumé. Alors, je lis encore cet extrait. On pourrait croire que la conscience n'a rien à voir avec la matière. 3 points de suspension. Et là, je me dis, bon, je vais prendre une claque, hein, comme toutes les autres potes. Il faut s'y habituer, hein. Vous allez, mettez de la crème dans les joues parce que vous allez avoir les joues très, très rouges si vous lisez ce livre, hein. Alors, tu sais, Didier, c'est la claque que l'on donne à quelqu'un qui est tombé dans les pommes. Oui, tout à fait. Elle est salvatrice, cette claque. C'est vrai. Elle est nécessaire, Alors, elle dit, on pourrait croire que la conscience n'a rien à voir avec la matière, donc elle est immatérielle, et en fait, sauf que nous avons vu que les fondements de la matière sont absolument immatériels. C'est ce que tu résumais tout à l'heure, c'est vrai, et on l'apprend encore mieux que ce qu'on l'explique maintenant dans le livre. Parce que là, il y a une intériorité. Si vous prenez le livre, vous êtes dedans. C'est encore autre chose. Il y a une autre intégration. Vous comprendrez mieux. Hein. Et qu'il se trouve que la conscience est également immatérielle. Voilà, en fait, en réalité, tu résumes quand même ce que l'inconscient, ce
ce qui n'est pas en avant-plan, c'est vrai que tu précises que lorsqu'on marche, lorsqu'on regarde, qu'on respire, qu'on prend un objet, c'est totalement automatisé. Et c'est tout l'inconscient qui fait qu'il gère tout ça. C'est énorme. Le cerveau gère 98% d'inconscient. C'est énorme. C'est énorme. Et non seulement il gère 98% d'inconscient, mais on ne sait pas à l'heure actuelle comment on passe de l'information à la sensation. C'est-à-dire que nous avons des capteurs, les yeux, les oreilles, la peau, etc., etc. Bon. Les capteurs, les 5 sens, 6 avec la proprioception, très important. C'est vrai. Eh bien, ces capteurs captent une petite partie des informations qui existent globalement. Déjà, ces informations sont envoyées au cerveau sous forme électrique. Donc le cerveau, lui, va recevoir des informations. Il va prendre le temps. Alors pour la vue, on sait, c'est 1/3 de seconde à peu près, grosso modo, 1/3 de seconde. Entre le moment où la rétine voit l'image et où nous en sommes conscients, c'est 1/3 de seconde de travaux informatiques du cerveau. Du traitement de l'image, quoi. Voilà. Traitement d'image, avec différentes zones du cerveau qui dialoguent entre elles pour être sûr que tout va bien, qu'on est d'accord, etc. Et ce n'est que 1/3 de seconde après avoir vu ce qu'on a vu que nous en sommes conscients. Et ça, c'est vrai pour tous les sens. Tous. C'est le cerveau qui fabrique le ressenti. Ce que nous ressentons est une fabrication complète du cerveau. Ça, c'est extraordinaire. Le réel, alors, c'est quoi? C'est rien? C'est quoi? Alors, le réel est un mystère. Et nous sommes ce mystère. Ça, c'est merveilleux, quand même. C'est une bonne nouvelle. Le réel est mystérieux. Regardez, quelle représentation du monde peut avoir une chauve-souris qui voit avec des ultrasons? C'est dingue. Et etc. Le monde du vivant est un bouquet extraordinaire de façons différentes de percevoir quelque chose. À travers toutes les informations électromagnétiques, acoustiques et vibratoires en tout genre, nos capteurs déjà sont limités, et en plus, les informations qu'ils nous envoient au cerveau, eh bien, le cerveau, lui, va prendre ça et il va en faire sa réalité. Donc il va compléter. Et donc on est dans une interprétation. Oui, et l'interprétation n'est pas la réalité. C'est-à-dire que nous avons tout notre émotionnel, notre inconscient, les autres sens qui interagissent avec la vue et l'audition, et notre psychisme va colorer ces perceptions, va les déformer. Posez-vous cette question. Qu'est-ce que, dans tout ce que je perçois, qu'est-ce qui est à l'intérieur et qu'est-ce qui est à l'extérieur? Bien, on ne sait pas dire. Les yeux fermés, on ne sait pas dire. Notre conscience nous apparaît. Elle est infinie. Elle n'a pas de limite. Elle ne commence pas quelque part et elle n'arrête pas quelque part. Je suis ce qui perçoit. Je suis la conscience qui perçoit. Et ça, c'est fondamental. Tu parles là de réalité psychique, finalement, puisque on croit être ce qu'on perçoit et pas ce que l'on est réellement. Donc, je pense donc que je suis de Descartes n'est pas si évident que ça. À voir, à méditer aussi, hein, pour voir. Alors, Descartes, il a dit la chose à l'envers. Ah. En fait, parce que dire je pense donc je suis, s'il pense pas, il est mal barré. Il peut pas être, oui, exact, exact. Il faudrait presque inverser. En fait, je suis. Il faudrait dire je suis donc je pense, je goûte, j'expérimente, etc., etc. C'est le je suis qui est au départ de tout. Pour parler de l'inconscient, donc l'inconscient, effectivement c'est 98% de l'activité du cerveau. Dans cet inconscient, alors je vous propose de simplifier et d'appeler ce qui est en dessous du conscient, de l'appeler le subconscient. C'est quoi? Je simplifie. Hein. Les mémoires biologiques évolutives, depuis l'apparition de la vie il y a 3,5 milliards d'années, les programmes biologiques de survie, d'adaptation et de reproduction de l'espèce et du clan. Ça, c'est le vivant, il veut reproduire ses gènes. Il y a aussi les mémoires transgénérationnelles, donc de nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, qui sont en nous, physiques, psychiques, culturelles, collectives. Et depuis l'apparition du genre Homo, il y a 2,5 millions d'années. On a tout ça en nous. Donc tout ça, c'est le subconscient. Et ce subconscient n'est pas conscient. Alors, le subconscient n'est pas conscient.
A contrario, il y a un autre inconscient qui, lui, est au-dessus du conscient. Et ça, on en parle très peu, uniquement dans les sciences, les sagesses traditionnelles, qu'on va appeler le surconscient. Notre conscience éveillée n'est qu'une partie de notre conscience totale. Il existe aussi une conscience élargie ou supérieure, basée sur des champs d'information indestructibles et en évolution constante, où toute connaissance, toute sagesse et tout amour inconditionnel sont présents et disponibles. Alors ça, c'est le surconscient. Des niveaux de conscience supérieurs, plus vastes et plus fins que ceux de notre conscience habituelle. C'est la région de l'inspiration, de l'intuition, la vision unifiée et pacifiée. Alors, ça, c'est le surconscient. Donc on a le surconscient en haut, et on a le subconscient en bas. Ces deux-là, ils sont inconscients. Notre conscience, nous, elle est au milieu. Et c'est quoi notre conscience? C'est comme un œil qui peut ouvrir, dont le champ de vision peut s'ouvrir. Quand on fait de la psychothérapie, on va vers le subconscient et on va nettoyer, purifier, apaiser toutes ces choses qui sont dans le subconscient. Et puis quand on s'intéresse à la spiritualité, avec des outils différents de la psychothérapie, donc avec des outils spirituels cette fois-ci, on va ouvrir notre conscience, notre champ de conscience, on va l'ouvrir vers le surconscient. Et on va découvrir ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire on va découvrir des plans de subtilité, d'une conscience supérieure qui est nourrissante et qui est éclairante. Mais c'est difficile d'en parler avec des mots. Oui. Voilà, donc il y a le champ de la conscience, c'est comme l'œil. Le champ de conscience, c'est comme le degré d'ouverture de la vision de cet œil. Et ensuite, on a un inconscient supérieur et un inconscient inférieur ou subconscient. Voilà. Parfaitement bien illustré aussi dans ce livre Sapiens Tupions. Je vous le répète encore, c'est un régal. J'attends qu'une chose des fois le soir après les émissions, c'est de pouvoir en lire un autre bout et à lire et à relire parce qu'on ne s'en lasse pas. Le noyau dur de notre système d'exploitation, c'est tous ces millions d'années d'évolution que l'on a dès la naissance. C'est inné. Oui. On peut le considérer comme ça. Oui. Voilà, très bien. Donc on a tous cette mémoire en nous et là c'est le subconscient qui gère tout ça en permanence, en automatisme, en tâche de fond pour faire tourner tout ça. Oui. Fantastique. Oui. C'est le tournis qu'on prend en fait. On a le vertige quand on prend conscience de ce qui est écrit dans ce livre. Apparemment il y a des passages où vous allez faire quand même les montagnes russes. Hein, je vous préviens au passage. Voilà. Donc ne pas déjeuner avant de le lire. C'est un peu compliqué sinon. Vous allez passer un très très bon moment. Voilà. Je voudrais vous parler de l'esprit. Bah très bien, on va y aller. Alors justement, on dit que quelqu'un qui a perdu la tête, il a perdu l'esprit. Alors il n'a pas perdu son esprit. C'est quoi qu'il a perdu? L'esprit, les bouddhistes l'appellent la conscience primordiale. Donc ils parlent d'une conscience, mais qui est primordiale. C'est-à-dire la conscience racine, si vous voulez. Bon. Les physiciens, eux, ils parlent du réel primaire. Le réel primaire, duquel apparaissent le vide quantique et du vide quantique les particules. Nous devons assumer, ça c'est merveilleux, le mot assumer, nous devons assumer derrière cette force l'existence d'une conscience et d'un esprit intelligent. Cet esprit est la matrice de toute matière. Je considère la matière comme dérivant de la conscience. Ça, c'est Max Planck qui dit ça en 1944. Alors, en même temps, il y a Sri Nisargadatta Maharaj, qui est un grand maître spirituel de l'Inde, qui distingue, lui, présence et conscience personnelle. Il dit, la conscience personnelle est relative à son contenu. Conscience personnelle relative à ce qui est contenu dans cette conscience. La conscience personnelle, elle est toujours consciente de quelque chose, sauf quand on dort sans rêve. Elle est partielle et changeante, cette conscience personnelle. Par contre, la présence,
est totale, c'est-à-dire la conscience primordiale, si vous voulez. La présence est totale, immuable, calme et silencieuse. Elle est la matrice commune de toute expérience. Ce que vous l'êtes déjà. En sachant ce que vous n'êtes pas, vous vous en libérez et vous demeurez ainsi dans votre état naturel. Cela se produit tout à fait spontanément et sans effort. Voilà. Alors, nous sommes cette conscience primordiale, nous sommes cette conscience unique qui prend conscience d'elle-même à travers une infinité de formes dans le domaine du vivant. Nous sommes cette conscience unique qui prend conscience d'elle-même à travers toutes les formes, les millions de formes, les milliards de formes, les hommes, tous les autres animaux, les plantes, tout ça, chacun à son niveau, à sa petite conscience, même la particule élémentaire, elle a une proto-conscience, disent les physiciens, eh bien, tout ça baigne dans une unité extraordinaire. Et c'est ça, la spiritualité, c'est retrouver cette conscience unifiée. Quand Jésus dit « Je suis un avec le Père et vous aussi soyez un avec le Père », il dit pas autre chose que ça. Jésus a aussi fait un enseignement non dualiste. Donc nous avons, si vous voulez, nous avons d'un côté l'esprit ou le réel primaire ou la conscience primordiale, puis le vide quantique, mystérieux bien sûr, qui n'est pas dans notre espace-temps, et puis de ce vide quantique émergent des particules qui, avec une proto-conscience. Et voilà. Et voilà. Il faut savoir que il y a un satellite qui s'appelle le satellite Planck, qui a été envoyé. Grâce aux informations du satellite Planck, nous savons que nous ne percevons que 5% de ce qui constitue l'univers. Ça, on le sait maintenant, très précisément, à la virgule près, on le sait. Et que il y a 23% de matière noire, invisible mais ayant un impact gravitationnel fort, et 72% d'énergie sombre, qui est toujours aussi invisible, et qui explique l'accélération encore actuelle de l'univers, de l'expansion de l'univers. Donc, si vous voulez, avec toute notre technologie, avec les accélérateurs de particules, avec les microscopes électroniques, avec tout ce que vous voulez, le plus pointu, en 2021, eh bien, nous ne pouvons que constater que nous n'observons que 5% de la réalité qui compose l'univers. Nous sommes encore une espèce débutante. Nous venons juste d'arriver. On ne peut pas tout comprendre d'un coup. Et maintenant, si on veut comprendre un peu mieux, il faut utiliser des technologies intérieures. Il faut développer notre conscience vers le surconscient. Ce n'est qu'en développant le champ visuel, le champ de conscience, notre champ de conscience, ce n'est qu'en le développant notamment vers le haut, vers le surconscient, que nous pourrons recevoir des intuitions, parce que n'oubliez pas que la science avance par intuition. Actuellement, là, nous sommes au taquet de la technologie. Nous sommes au taquet. On est déjà dans les nanoparticules, c'est terminé. Oui, on n'arrive plus à avancer, ouais. On peut pas aller plus loin, là. C'est Exact. une impasse. Par contre, comprendre comment esprit et énergie se marient pour donner des particules avec des protoconsciences, ça, c'est très intéressant. Mais il faudrait qu'il y ait plus de gens qui s'y intéressent. Et puis, bon, on est encore trop primaire. Trop petit. Et puis, aussi, il y a le fait que notre subconscient est souvent trop lourd. C'est comme s'il y avait des ficelles qui nous retiennent vers le bas, qui nous tirent des élastiques puissants qui nous tirent vers le bas. Il faudrait aussi que, à l'école ou dans les facs ou quoi, nous fassions des psychothérapies correctes. Nous nous intéressions à épurer, nettoyer notre psychisme, parce que sinon, si vous voulez, si le psychisme est trop pollué
par les identifications au corps physique, par les croyances, par les ceci, les secrets de famille, les patalis, les patalas. C'est tellement énorme tout ce subconscient qui colle, si vous voulez, qui alourdit le champ de conscience. Il alourdit vers le bas. Donc ça aussi, il faut travailler. Il faut affiner notre matière psychique. Nous, les Homo sapiens, il faut y aller. Là, il faut, voilà, on en sait suffisamment pour y aller. Mais on ronronne, on se laisse prendre par les mainstream qui nous racontent ce qu'ils veulent, qui nous bourrent le crâne. Bah, aujourd'hui, ça s'ouvre et justement, les chaînes et les livres comme le tien, Sapiens Sapiens, sont là pour nous réveiller et c'est pas pour rien. Donc je précise aussi à ceux qui ne le savent pas encore que l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Hein. Je sais pas qui avait dit ça, mais j'ai adoré cette formule. Donc c'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est merveilleux. C'est très bien. Voilà, je trouve ça superbe. Ouais. Alors tu parles de matière noire, d'énergie sombre. Il y a deux facettes comme ça, puisque la matière et l'énergie sont une même unité en fait en réalité, hein, oui, parce que l'une est transmutée en l'autre. E égale MC2. Hein, voilà. Einstein était génial, effectivement. Par rapport à ça, c'est juste fabuleux. Tu en parles aussi dans ton livre, tu l'expliques de manière simple et on le comprend, ou comme j'ai pu comprendre et comme beaucoup de personnes, je le souhaite vraiment, vont comprendre ce que c'est que l'onde corpuscule. Voilà, et enfin vont l'intégrer. Alors, je voudrais vous parler du professeur Régis Dutheil, qui est mort en 95. Il était agrégé de physique et de biophysique à la faculté de médecine de Poitiers, chercheur à la Fondation Louis de Broglie, spécialiste des particules élémentaires, donc professeur Régis Dutheil. Et il a écrit avec sa fille Brigitte, L'homme super lumineux, aux éditions Sand. Alors, le professeur Dutheil a montré par ses calculs et ses travaux que la théorie de la relativité n'était pas incompatible avec celle d'une double réalité, l'une sous-lumineuse et l'autre superlumineuse. De quoi s'agit-il? Dutheil dit ça. Il y a en fait 3 niveaux de matérialité. Il y a le monde sous-lumineux. Voilà, le monde sous-lumineux, c'est la matière qui a des particules, qui est composée de particules qui a des vitesses de déplacement inférieures à celles de la lumière. Ensuite, il y a le monde lumineux que nous connaissons aussi, c'est la lumière. La lumière est composée, si l'on veut aussi, de particules, donc les photons, qui eux ont des vitesses dans le vide, des vitesses de déplacement égales à la vitesse de la lumière. Et le professeur Dutheil dit, pourquoi n'y aurait-il pas un 3e niveau de matérialité qui serait une matière supralumineuse ou superlumineuse, et cette matérialité superlumineuse serait composée de particules, ou en tout cas d'éléments, on va dire, dont les vitesses de déplacement seraient supérieures à la vitesse de la lumière. Et là, en physique, on sait que en physique, la vitesse de la lumière conditionne notre perception du temps. On va pas rentrer là-dedans. C'est très simple là aussi. Quand je vois le soleil, je le vois tel qu'il était il y a 8 minutes et quelques secondes. Voilà. Quand je vois la Lune, je la vois telle qu'elle était il y a 1 seconde et demie. Le temps que la lumière arrive à mon œil. Pourquoi n'y aurait-il pas une matérialité qui serait composée d'éléments allant plus vite que la lumière? Et là, le temps vole en éclats. Et là, on peut expliquer les corps subtils que nous retrouvons dans quasiment toutes les traditions spirituelles. C'est-à-dire que les corps subtils sont évoqués, notamment, alors il y a, par exemple, vous prenez les épisodes après la résurrection de Jésus, où il apparaît éclatant, certains le reconnaissent à peine, il se matérialise dans la pièce, puis il disparaît, etc. Chez les bouddhistes, on parle aussi du corps arc-en-ciel. Enfin bon, et dans l'Inde aussi, il y a des allusions à des corps subtils. C'est un thème qui est très 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 répandu. Oui, c'est universel. Voilà, c'est universel, les corps subtils. Et donc, si on va plus vite que la lumière, eh bien, la notion de temps est pulvérisée. Âme, ça vient du latin anima. Et la traduction de anima en latin en grec, ça a donné psyché. Psyché, psychisme. Donc, c'est souvent une histoire d'étymologie et de traduction, les trucs. Hein. Donc, en fait, l'âme, qui vient d'anima et donc de psyché, c'est le corps psychique. Je dirais même les corps psychiques.
puisque nous avons le corps émotionnel, le corps mental, le corps intellectuel, etc. Le corps d'amour, le corps et en fait nous sommes constitués de différents corps. Tout ça a été cartographié, mis en schéma, c'est dans le bouquin aussi, par différentes traditions. Et l'être humain est un assemblage de différents corps dans différents types de matérialité. C'est-à-dire que la création, alors dans la mystique juive, dans l'arbre séphirotique, c'est très bien expliqué, là, c'est pas merveilleux. Ils expliquent que l'un qui se connaissait, l'un mystérieux, incréé, l'esprit pur, il se connaît, mais il ne peut pas se goûter, s'expérimenter, parce qu'il y a pas de matière. il y a l'œil ne peut pas se voir lui-même. Donc cela, Dieu, si vous préférez, crée, se manifeste. À lui-même, il n'y a que lui. Tout est un. Il se manifeste. Et il crée grâce à une lumière extraordinaire, invisible et immatérielle, qui va se coaguler, se condenser, Et puis petit à petit, elle se condense de plus en plus, plan par plan. Et ça explique les hiérarchies angéliques, etc. Parce que dans chacune de ces strates de la création, n'oubliez pas qu'on ne connaît moins de 5% de ce qui est, donc on peut imaginer aisément qu'il y a des matières subtiles, de différentes subtilités, de plus en plus subtiles, jusqu'à être complètement spirituelles. Et dans chaque niveau, il y a des êtres. Alors chez les chrétiens, tardivement, on a baptisé ça les anges, les archanges, les trônes, les puissances, les divinités, les chérubins, les séraphins. Enfin, il y a une hiérarchie très bien cataloguée. Bon, dans d'autres traditions, ça sera pareil avec des noms différents. Bon, eh bien nous, les êtres humains, si nous nous ouvrons à notre divinité, si nous nous ouvrons à notre réalité, si nous osons quitter notre petite conscience d'homo sapiens animal, symbiotique et compagnie, si on arrive à nettoyer notre subconscient et à éclaircir et à développer notre surconscient, on va goûter, c'est une expérience sensorielle, on va sentir cette réalité que nous sommes. Que c'est bon, c'est merveilleux. Donc. Franck, il n'y a même pas besoin d'avoir, franchement, son brevet des collèges pour comprendre ce qu'il y a dans ce livre. Tellement c'est bien expliqué. Alors, j'aimerais me dire, ne me dis pas que tous les scientifiques ne savent pas tout ça, puisque tu te bases justement sur leurs travaux. Alors, donc, oui. Pourquoi ils ignorent ce qu'ils ont eux-mêmes démontré? C'est quand même fou de dire non, mais là l'esprit n'existe pas, l'esprit non plus, l'au-delà, machin. Alors, attends, t'es en train de nous prendre pour des jambons. J'ai envie de dire, je m'exprime à la pensée mainstream, évidemment, ça n'est pas destiné à toi. Mais vous nous parlez de matière invisible, d'énergie sombre. On nous parle de quelque chose qu'on ne sait pas. Mais par contre, vous savez que l'ésotérisme, c'est de la connerie. Il y a quand même quelque chose. On se fout de nous. On se fout de nous. Par quoi notre esprit est-il voilé? Notre esprit est voilé par les croyances. Et les croyances, malheureusement, elles sont omniprésentes. Ça commence comme ça. Je crois que je suis un homme ou une femme. Je crois ça. Oui, c'est vrai. Alors que je suis fondamentalement, je suis conscience. Point barre. Conscience qui perçoit, qui accueille dans son champ perceptif. Bon. Conscience qui est même au-delà de la, il y a des gens qui sont anesthésiés, qui reviennent en disant voilà, vous avez dit ça, moi j'étais au plafond, je voyais tout, le numéro de série de la table d'opération c'est tel numéro, au-dessus de telle armoire qu'on voit pas du sol, il y a tel et tel objet rangé. Bon, donc la conscience elle est non locale. Elle est extraordinaire, mais on n'en connaît que très peu encore pour l'instant. Bon. L'esprit, il est voilé par les croyances. L'esprit qui croit qu'il n'est que cette femme ou que cet homme, à qui arrivent toutes ces histoires, dans telle famille, telle classe sociale, tel travail, tel pays, telle époque, telle culture, telle religion ou telle philosophie. Je ne suis pas ça. Je ne suis pas ça. Et si je suis identifié à ça, je suis mort. Ma conscience est morte. Voilà. Et c'est vrai que ça c'est le changement de paradigme. On parle souvent, le paradigme, c'est un mot qui est devenu à la mode, il faut changer de paradigme.
Mais moi, je rigole un peu doucement parce que le changement de paradigme, grâce auquel tous les autres paradigmes pourront changer, au niveau de l'industrie, du mode de vie, de l'écologie, de tout ce que vous voulez, de la politique, du fait de vivre ensemble, etc. Le changement de paradigme, c'est arrêter de s'identifier au fait que je suis un homme ou une femme à qui arrivent toutes ces histoires, etc., etc., etc. Moins je veux être ce que je crois être, moins je veux être ce que je crois être, plus je suis ce que je suis réellement. Voilà, ça. Fabuleux. Voilà. Fabuleux. J'ai rencontré Arnaud Desjardins avec l'Advaita Vedanta, le Vedanta non dualiste, issu de l'hindouisme, mais ce n'est pas une religion, c'est très proche du bouddhisme zen, très proche. Et ça, je me suis senti à la maison, mon épouse aussi d'ailleurs, on a posé enfin nos valises en 2004, et là on a pu approfondir le puits, on a pu creuser, et à force de creuser, on débouche sur les racines de l'humanité. Oui. Et là, on se sent frère avec tous les êtres humains, quelle que soit leur religion ou leur croyance. Là, on est dans l'unité réelle, dans la véritable unité. Mais oui, parce que on communie à travers les racines. À force de creuser le puits, on arrive aux racines de l'humanité. Les racines communes, qui nous connectent racines tous. Communes. Et donc, on se désidentifie d'une seule école, d'un seul schéma directeur. On se désidentifie. Alors évidemment, le matin, quand je me rase dans la glace, je rase pas le miroir. Je suis incarné. Mais, prenez dans le soufisme, nos frères soufis, qui sont donc des musulmans, mais qui sont mystiques. Tous les mystiques, qu'est-ce qu'ils font? Dans toutes les traditions spirituelles, il y a une branche mystique. Les mystiques ne parlent pas de l'eau du puits. Ils ne font pas des théories sur l'eau du puits, ils ne font pas des millions de bouquins sur l'eau du puits. Les mystiques, ils disent, voilà, je suis allé au puits, j'ai tiré de l'eau et j'ai bu. Et voilà ce que j'ai ressenti. Et évidemment, eh bien, tous les mystiques parlent de la même chose, évoquent la même expérience. Mais évidemment, chacun va colorer son langage par rapport à la culture dont il est issu. Mais finalement, rejoint cette même idée. Voilà. Mais là, les mystiques, tous les mystiques de toutes les traditions sont des frères en humanité. Donc le tout premier mensonge et le plus grand mensonge, c'est de nous avoir fait croire dès notre naissance qu'on est séparés du tout. Voilà. Ça commence très mal. déjà. Le péché, celui qui a inventé le péché originel, il faudrait lui savonner les oreilles, sérieusement. Et plus que le savonner. Alors, pour revenir à tout à l'heure, tu disais, mais pourquoi les physiciens, avec tout ce qu'ils savent, etc. Oui, c'est vrai. Regarde, les 1% de la population détient 90% des richesses de la planète. Entière, oui. Nous sommes gouvernés par des fous furieux. Il faudrait les interner et les psychanalyser, les thérapeutiser à fond. Ils ont plus d'argent qu'ils pourraient en dépenser en 10 000 vies. Oui. Et ils en veulent encore plus. C'est des fous furieux. Et ces fous furieux... Alors l'autre, il veut aller sur Mars. Mais attends, avant d'aller sur Mars, donne de l'eau potable à tes frères humains. C'est vrai, déjà. Donne des WC pour que les gens puissent aller faire leurs besoins dans des WC. Dignement. Dignement. Enfin, je veux dire, c'est quand même hallucinant. Mais voilà, on est gouverné. Et ces gens-là, ils ont des pouvoirs financiers qui dépassent certains pays. D'accord ? Alors, si tu veux... regarde Big Pharma, je veux dire, le dossier est accablant, pour ne parler que de ça. Ces gens-là tiennent les politiques par les houppes. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et j'ai envie de dire, parce qu'ils sont un et que nous sommes 1000, on peut faire basculer. Il y a moyen de... Alors, moi je crois, j'espère en tout cas, je prie pour... En physique nucléaire, il y a ce qu'on appelle la masse critique. Oui, exact. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas assez de masse radioactive réunie, il se passe rien. Et puis, à un moment donné, quand la masse critique est atteinte, hop, il y a la réaction nucléaire qui s'amorce et qui fait son travail. Voilà. C'est ça la masse critique. Eh bien, je pense que, et je suis pas le seul, dans le psychisme humain, il y aura une masse critique, j'espère en tout cas, qui va s'atteindre, qui va être atteinte,
et qui va permettre aux consciences de plus globalement basculer ensemble dans la compréhension de ce que je suis en train de raconter. Et on demandait à un des nazis au procès de Nuremberg, comment avez-vous réussi à manipuler tous les Allemands, etc. Par la peur. Oui, la peur, oui, bien En sûr. faisant peur. Et la peur, c'est terrible. Ça paralyse. Et donc les gens, par peur, sont prêts à devenir des petits fachos qui vont dénoncer, qui vont ceci, qui vont cela. C'est terrible, la peur. Et comme les médias, intéressez-vous, moi je l'ai fait sur Internet. Vous regardez, vous cherchez qui détient les finances de tel et tel magazine. Eh bien, c'est extraordinaire. Vous verrez que tout est gouverné par quelques personnes. Tout est lié. Déjà, la première leçon, il faut savoir qu'un canard, voilà, je leur dis, je sais que tu le sais déjà, Franck, mais voilà, les journaux, quels qu'ils soient, d'information, papier, sont en déficit, ne marchent pas. C'est pas excédentaire, c'est toujours dans le bas. Et bien, comme par hasard, c'est acheté par de grands financiers milliardaires qui soutiennent et qui mettent sous perfusion financière ces journaux qui auraient dû fermer depuis bien longtemps. Sous couvert, évidemment, d'une intention bien louable, c'est de continuer à faire perdurer la presse, mais en fait, en étant les patrons, ils disent aussi ce qui doit être publié ou pas. Donc, manipuler aussi l'information. Et qui manipule l'information, détient l'information, manipule aussi le monde, puisqu'ils vous informent de ce qu'ils ont envie de vous informer. Et notamment, ils filtrent. Tout à l'heure, on a parlé du subconscient. Donc, tout à fait. Pour bien comprendre, la psychologie, c'est quoi? La psychologie est basée sur le rapport conscient-subconscient. Conscient, on va dire comme ça, subconscient. Ça, c'est la psychologie. Et la spiritualité est basée sur le rapport conscient-surconscient. Avec ça, cette définition-là, elle est imparable. Avec ça, vous avez compris ce qu'est la spiritualité par rapport à la psychologie. Pour continuer avec la spiritualité, je voudrais vous lire un tout petit paragraphe qui résume bien. La spiritualité permet de découvrir une autre dimension de nous-mêmes. C'est merveilleux. Je ne parle pas des religions. Je parle de la dans chaque religion, il y a un noyau de spiritualité, une graine. Mais la spiritualité permet donc de découvrir une autre dimension de nous-mêmes, en nous-mêmes, et d'apprendre à goûter cette dimension, à en faire l'expérience dans le cœur, à goûter, à en faire l'expérience dans le cœur, à se laisser guider par elle, à devenir de plus en plus proche de la présence que je suis, que nous sommes et qui nous anime. Cette autre dimension est notre essence commune avec tout ce qui existe. Cette dimension est lumineuse, infinie et paisible. La spiritualité est sans dogme, sans croyance, sans philosophie et sans religion. Elle échappe à tout enfermement ou récupération. La spiritualité est basée sur l'instant présent, hors du temps. L'instant présent n'a pas d'épaisseur, n'a pas de durée. L'instant présent, c'est pas ça de temps, ni ça. C'est indéfinissable. C'est indéfinissable. Ouais. L'instant présent est indéfinissable. Il n'a pas de durée. Et pourtant, d'instant en instant, on a une sensation de temps. Mais ce n'est qu'une sensation, là aussi, fabriquée par le cerveau. Bon. Alors, la spiritualité pointe vers l'esprit, notre réalité ultime. La spiritualité concerne la fine pointe de l'âme, c'est-à-dire l'âme, le psychisme, et la fine pointe de l'âme, eh bien, c'est la spiritualité. Voilà. Alors oui, après, il y a des niveaux pédagogiques. De même qu'on n'enseigne pas le même sujet, prenez de la physique ou ce que vous voulez, de la même façon, on n'enseigne pas à un enfant du cours élémentaire ou à un adulte doctorant, n'est-ce pas ? Comment contacter ce subconscient qui est en fait un génie, parce qu'il gère tellement de choses, c'est vraiment, il est plus intelligent que le conscient. Et pourquoi, comment faire pour se promener entre ce surconscient, ce subconscient? Comment les contacter? Alors, tu as donné un bout, il y avait la méditation, déjà. J'en ai donné un bout, effectivement. Imaginez si on a une voiture à boîte manuelle, donc la plupart du temps chez nous c'est des boîtes manuelles, il y a donc une pédale de débrayage ou d'embrayage. Bon. Il faut en nous retrouver la fonctionnalité de cette pédale d'embrayage-débrayage. C'est-à-dire que, c'est une métaphore bien évidemment, si je me désidentifie, je vais débrayer mon esprit
du monde phénoménal que je perçois. Parce qu'il y a aussi le monde phénoménal que je ne perçois pas, bien évidemment. Hein. Mais si j'arrive à effectivement débrayer, alors ça peut être par l'étude et la compréhension et la méditation, je vais retrouver l'usage du débrayage qui va me permettre de me désidentifier, de sortir mon esprit de ses croyances. Peu à peu, je vais désapprendre, je vais me mettre nu. Arnaud Desjardins, qui a été mon dernier maître spirituel et que je remercie tous les jours, ainsi que toute l'équipe d'hommes et de femmes qui continue à faire vivre d'ailleurs son ashram en Ardèche, à Saint-Laurent-du-Pape. Arnaud Desjardins nous disait, voilà, nous sommes nus, quand on est nus, et sous nos vêtements, nous sommes nus. Notre réalité ultime, nous sommes déjà nus, mais nous sommes recouverts avec un t-shirt, une chemise, une veste, un gros manteau, etc. Donc, pour moi, parce que chacun doit trouver sa voie. Pour ça, il faut chercher d'abord différentes pratiques, différentes voies pendant quelque temps. Voilà, être sérieux, pas faire du tourisme spirituel, mais sérieusement chercher. Et vous serez aidé. Si vous cherchez sincèrement, vous serez aidé par l'univers. Et puis un jour, vous rencontrez la voie qui vous convient particulièrement. Et à ce moment-là, il faut creuser. Et on apprend à se désidentifier. On apprend à enlever nos croyances. Moi, c'est une voie qui m'a bien convenu. Enlever les croyances. Au final, qu'est-ce que je sais? Rien. Je ne sais rien. Je n'ai plus aucune certitude, comme disait Arnaud, mais j'ai une certitude. C'est la foi, si vous voulez. C'est la certitude du cœur que je suis cette conscience et que nous sommes tous cette conscience qui s'informe d'elle-même à travers les formes et qui est normalement faite pour se réjouir et voilà. Savoir que je ne sais rien, c'est déjà le début de la connaissance, de la vraie connaissance. Donc il faut se débarrasser et alors en retrouvant cette désidentification, on arrive à faire jouer la pédale de débrayage, c'est-à-dire si quelqu'un vient sonner à ma porte pour une raison ou pour une autre, ben, je suis là, je suis Franck, j'arrive, je suis bien incarné, j'ai les pieds sur terre et je lui réponds et puis voilà, et tout va bien. Et puis je suis Franck. Et puis quand je me mets en méditation, eh bien dans les meilleurs cas, au bout de 20 minutes, petit à petit, Franck il disparaît complètement et tout devient un. Tout devient un. C'est merveilleux. Bon, il m'a fallu 40 ans pour y arriver. Il y en a, ils y arrivent en moins de temps que ça. D'autres, ils y arrivent jamais. Et je crois que l'époque nous invite à aller beaucoup plus rapidement que ça, parce qu'on est tous prêts. On n'est né pas à une époque, que ce soit toi ou moi, où c'était très très ouvert. Aujourd'hui, on a cette chance-là. Et c'est pour ça que ce livre peut être... tu as accouché de ce livre et bien grand fait. T'as pris de le faire. Vraiment, Sapiens Sapiens de Franck Beauval. Et si vous voulez creuser un puits efficace, plutôt que de créer des puits d'1 mètre seulement, on va pas loin, créer un seul puits de 10 mètres, je vous invite de créer, ce soir, c'est un peu maladroit de le dire comme ça, mais de créer un puits de pouces bleus, tous ensemble, de cliquer. Si vous commencez un début d'éveil, parce que vous êtes sur sa chaîne, et que vous voulez continuer à vous réveiller et à ouvrir les gens et votre champ de conscience, et pourquoi pas atteindre cette surconscience dont parle Franck Beauval, eh bien, ça commence déjà par conseiller ce livre tout autour de vous. Déjà, en termes de lecture, ça leur fera un grand bien. Et croyez-moi, c'est pas des blagues. Je vous ai dit en début d'émission, j'ai fait waouh toutes les 2 pages. Vous allez faire waouh et vous émerveiller toutes les 2 pages. C'est une très très belle chose que vous allez faire. Et puis à offrir aussi. C'est un très bel ouvrage à offrir, très très original. On n'est pas dans les livres mainstream proposés de partout. Justement, vous êtes sur un livre, attention, qui va vous réveiller. C'est pour moi un ouvrage qui fait partie des meilleurs livres que j'ai pu lire dans cette dernière décennie. Je ne blague pas, c'est la vérité, et je m'y engage parce que je me régale, et c'est à lire et à relire sans cesse. 40 ans de recherche mis dans ce recueil d'une simplicité incroyable qui explique des choses simplement,
qui explique des choses complexes de manière très simple à tout le monde, sans avoir besoin d'avoir fait Bac+10. C'est pas la peine, c'est accessible à tous. Rien que pour ça, je t'en suis très très reconnaissant, parce que je pense que ce livre fera date par la suite, et bien après notre existence, certainement que des gens parleront justement de cet auteur, un peu anonyme, on dira, et qui diront il a sorti quelque chose de majeur dans les années 2021 par là. Voilà. C'est effectivement mon souhait pour les générations futures aussi. Ça serait formidable, ça serait juste formidable, parce que ça peut devenir vraiment un recueil, si vous voulez, primordial aujourd'hui pour démarrer. Si vous avez quelqu'un qui est un peu coincé, qui est un peu réfractaire à tout ce qui est spirituel, je vous conseille fortement ce livre, parce qu'à mon avis, il va changer de regard, et vous lui dites juste ça, lis ce livre, je te l'offre, et on en reparle après. Et à mon avis, il est fort probable que beaucoup de ces certitudes vont s'effondrer par rapport à tous les waouh qu'il aura fait. Voilà, c'est la promesse que je vous dis. Merci Franck pour ta patience, ta disponibilité et surtout la passion avec laquelle tu transmets. Merci infiniment merci, pour Didier, tout beaucoup. Ça. Merci à toi, merci. On vous dit au revoir. Au revoir tout le monde.